Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons un pilier de la presse française. Il a été patron de France Bleu et de LCI. Il a participé à la création de Nostalgie. Il a travaillé pour RTL, Le Parisien, La Tribune ou encore Les Échos. Et cette année, on a pu le voir aux côtés de Cyril Hanouna dans l'émission Balance ton poste sur C8. Et puis, on peut régulièrement le voir intervenir sur CNews. Le journaliste politique et économique Éric Revel sera avec nous. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Guillaume Vérec est là. Bonjour Guillaume. Bonjour Tony, bonjour à tous. Vous écoutez Pitaro Hebdo. Lucas Deveza est à la réalisation et Éric Revel est notre invité. Éric Revel, bonjour. Bonjour Tony. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors dans cette émission, on va revenir sur votre parcours, on va évoquer vos diverses activités. Vous allez nous donner votre regard sur le monde de la télé et de la radio. Mais juste avant, j'aimerais vous parler d'une chaîne d'information, BFM TV, qui va être dirigée à la rentrée par Marc-Olivier Fogiel. Dans le journal du dimanche, votre nom était apparu pour diriger cette chaîne. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a proposé de diriger Non, je n'ai pas été contacté, pas du tout. J'ai vu le papier de Renaud Revel, mon homonyme, qui n'a rien à voir avec moi, même si je le connais évidemment, Renaud, mais non, j'ai lu ça, c'est plutôt flatteur. Maintenant, je pense que le choix de Marc-Olivier est un très très bon choix, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien ses médias, qui connaît bien la télévision, qui connaît bien la radio aussi. Moi, j'ai participé pendant un an, On refait le monde, où il m'invitait régulièrement pour décrypter l'actualité le soir. Donc je pense que c'est un très bon choix. Mais non, j'étais absolument pas au courant que j'étais potentiellement dans une shortlist. Donc je l'ai découvert. Voilà, mais je trouve ça plutôt flatteur. Gratifiant. Oui, gratifiant que peut-être les patrons de Next Radio, je pense à Alain Veil, aient pensé à moi. Écoutez, non, je l'ai découvert, je ne le savais pas. C'est un risque vous pensez que c'est un risque que Marc-Olivier Fogiel quitte la deuxième station en France, parce que du coup France Inter est passé devant RTL, mais il était dans un petit confort, il avait son confort à RTL, il va prendre peut-être un certain risque en allant sur BFM TV ou pas du tout? Écoutez, ça, s'il faut lui poser la question, je pense que c'est un journaliste, c'est un animateur connu et reconnu, Marco. Il a beaucoup de qualités, il connaît parfaitement comment fonctionnent des antennes, ça j'ai aucun doute. Le risque, il faut que lui le mesure. Il faudrait lui poser la question. Il faudrait l'inviter dans votre émission. Il faudrait qu'il vous le dise s'il a pris un risque, pourquoi il l'a pris à ce moment de sa carrière, pourquoi est-ce qu'il va arrêter finalement d'être visible, entre guillemets, puisque j'ai cru comprendre qu'il arrêtait ses émissions de télé. Voilà, c'est Thomas Soto qui prendra la suite. Bon, maintenant, RTL est une formidable radio, comme vous le savez. France Inter aussi, puisqu'on parlera de Radio France tout à l'heure. Au groupe auquel j'ai appartenu. Non, je pense que ça devait, mais encore une fois, je ne vais pas parler à sa place, ça devait correspondre à un moment de sa carrière où il a voulu davantage s'investir dans le management, dans la direction des équipes. Bon, c'est pas toujours simple, pour laisser tomber l'antenne et passer à autre chose. Alors là, on parle de BFM TV parce que c'est la chaîne qui fait le plus d'audience. Et justement, c'est une chaîne qui a été très critiquée. On l'a vu par exemple pendant les Gilets jaunes. Quel est votre regard sur cette chaîne, sur BFM TV par exemple? Et puis même, on peut élargir à toutes les chaînes info au final. Oui, donc j'ai dirigé LCI pendant 7 ans. Donc je connais un peu la problématique des chaînes d'info. Une chaîne d'info, par définition, elle couvre l'info. Enfin, c'est une lapalissade, mais il faut le rappeler. Quand le mouvement des Gilets jaunes démarre en novembre, que tout cela va crescendo jusqu'au moins fin décembre, début janvier, ça me semble complètement normal que les chaînes d'infos fassent vivre en direct des événements dont d'ailleurs personne ne sait s'ils dégénèrent, s'ils ne dégénèrent pas, s'il y a des affrontements, s'il n'y en a pas. C'est le propre d'une chaîne d'infos, avec évidemment en égrénant avec des commentaires, parce que vous avez des chaînes d'infos comme Russia Today qui se contentent, si j'ose dire, de diffuser au fil de l'eau des images, no comment, un peu comme ce que faisait Euronews, ce que fait Euronews dans cette fameuse rubrique. Moi, je préfère, quand j'ai un événement à vivre, être certain de pouvoir le vivre sur une chaîne d'infos avec des commentaires de spécialistes. Et sur BFM TV, il y avait des spécialistes de police, de justice et autres. Alors, BFM TV a été très critiqué, c'est vrai, mais critiqué au moment où il couvrait trop, disaient certains, le mouvement des Gilets jaunes, critiqué au moment où il couvrait trop le grand débat du président de la République, où les chaînes d'infos retransmettaient pendant quelques heures non-stop les déclarations du chef de l'État. Je veux dire, c'est très compliqué de moduler le traitement de l'information sur une chaîne d'info parce que
encore une fois, ce que souhaite le téléspectateur, et les audiences étaient au rendez-vous, aussi bien pour BFM, pour LCI que pour CNews, c'est très difficile d'imaginer que le téléspectateur que je suis va se mettre sur une chaîne d'infos pour ne pas avoir l'info qui est en train de se dérouler, qui est la plus importante du moment. Ce serait passer à côté de ce qu'est une chaîne d'infos, de ne pas couvrir cette actualité. Alors il y a une chaîne d'infos qui a fait un traitement un peu différencié, qui est France Info TV, sur un format, je trouve, intéressant, avec un concept qui est un peu plus décalé que les 3 autres chaînes que j'ai citées précédemment. C'est un choix, mais remarquez que pendant la couverture de cet événement, jusqu'au moment où, semble-t-il, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle un peu, évidemment, France Info TV faisait moins d'audience. Bon. Et c'est même pas un problème commercial, parce qu'il faut quand même savoir que quand vous diffusez des heures entières de direct et que vous avez le saccage des Champs-Élysées, vous pouvez pas imaginer que vous allez entrelarder votre direct de publicité, y compris pour des enseignes qui sont en train de se faire piller. Donc en fait, c'est même pas un problème commercial de recettes budgétaires, c'est simplement un problème de respect vis-à-vis de son téléspectateur, c'est-à-dire venez chez nous parce que nous, on couvre en direct les événements qui vous intéressent, voilà, Gilets jaunes ou autres. Est-ce que la finale de la Ligue des Champions doit être diffusée sur BFM TV ? On a su dernièrement qu'elle devait être diffusée sur BFM TV. Le CSA s'y est opposé. Voilà, c'est ça, ça a créé une petite polémique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi je ne connais pas le cahier des charges exact de BFM, mais j'ai cru comprendre que dans ce cahier des charges, il y avait des lignes écrites qui permettaient à BFM de couvrir des événements d'importance nationale ou de grands événements. C'est pas restrictif évidemment au sport, mais le sport et une finale de Champions League, ça rentre à mon avis là-dedans. Maintenant, je ne sais pas. Évidemment, ils vont diffuser cette finale. Évidemment, ils vont avoir une audience absolument spectaculaire, parce que même si c'est... Les recettes, d'ailleurs, vont être supérieures que l'éventuelle amende du CSA. Alors, je ne sais pas s'il y aura une amende. Bon, ça, après, le collège du CSA se réunira pour savoir ce qu'ils prennent comme décision. Mais, si vous voulez, pour moi, le sport, comme les faits divers, comme la politique, comme l'économie, comme l'international, ça fait partie... du traitement normal d'une chaîne d'info. Mais encore une fois, je ne connais pas dans le détail le cahier des charges de BFM, qui à l'origine était plutôt une chaîne économique, il faut quand même s'en rappeler. C'est comme ça qu'à l'époque, BFM avait obtenu son droit de diffusion. Mais je pense que le risque qui est pris doit être calculé par les dirigeants de Next Radio et par Alain Veil au premier chef. Alors tout à l'heure, on parlait de la radio. En 2016, Mathieu Gallet vous a nommé directeur de France Bleu. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau à France Bleu ? Qu'est-ce que vous avez essayé de... Alors, d'abord, j'en profite pour évidemment saluer Mathieu Gallet. Qu'on va recevoir d'ailleurs. Si vous aviez un message à lui dire, et il vous répondra quand on le recevra. Je lui suis extrêmement reconnaissant de m'avoir permis de vivre cette aventure pendant plus de 2 ans à la tête du réseau France Bleu, qui est un réseau unique en France et sans doute en Europe. Ce sont les 44 radios de proximité de Radio France. Le remercier pour m'avoir fait confiance, le remercier aussi parce que j'ai beaucoup appris sur le terrain de la vie au quotidien de tous ceux qui font cette info de proximité. Et puis lui adresser un message amical, mais on se revoit. On parle de Magellan, de la start-up qu'il a lancée sur les podcasts. Voilà, le remercier parce que... moi, je n'étais pas quelqu'un du Sérail, je n'étais pas quelqu'un de Radio France. Moi, je venais du groupe TF1, puisque j'avais dirigé avant LCI. Et ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, avec des contacts humains extrêmement forts. Parfois, évidemment, des contacts où il faut savoir dire ce qu'on souhaite. Mais ça a été une expérience pour moi formidable. Et je remercie évidemment Mathieu Gallet. Et si il entend ce message, écoutez... j'espère que ça le fera au moins sourire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté à France Bleu ? Plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est un réseau extrêmement complexe. N'oubliez pas que l'info de proximité, qui est le driver éditorial des France Bleu, peut
peut se décliner finalement différemment dans les 44 locales, parce que chacune va avoir un club ou 2 clubs de sport à couvrir, parce que d'autres vont avoir plus envie de faire vivre le patrimoine, une troisième va avoir envie plus de faire vivre le tissu économique de sa locale. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est une réforme de l'info, de proximité, avec une idée très simple. C'est qu'on se rendait compte que lorsqu'il n'y avait pas d'événement fort national ou international, l'audience de France Bleu se portait plutôt bien. Hein. Les gens sont très attachés en France à cette info de proximité. Radio locale. Mais qu'en revanche, quand il y avait de grands événements, l'élection d'un président aux États-Unis, des drames terroristes sur le sol français, les auditeurs de Bleu avaient plutôt tendance à quitter France Bleu pour aller sur d'autres antennes où ils avaient davantage d'informations sur ces sujets. Alors, ce qu'on avait créé à partir de France Bleu Paris, c'est une sorte de bourse éditoriale de papier qui était à disposition des rédacteurs en chef des locales pour agrémenter justement dans ces moments de forte actualité nationale ou internationale leurs journaux de proximité avec ces éléments national et international. Alors, ça n'a pas été simple, mais ça s'est mis en place. Et d'ailleurs, France Bleu, en 2018, avait gagné 110, 120 000 auditeurs. J'ai créé également sur le Tour de France le maillot de la proximité, le maillot bleu, en accord avec Christian Prudhomme, qui est le patron du Tour de France. Là, il ne s'agissait pas de récompenser une performance, il s'agissait de récompenser le fait pour un cycliste français d'être de quelque part, et si possible, pas très loin, ou même si c'était un peu plus loin, du départ de l'étape en question. Donc, à chaque étape, l'année dernière, les directeurs des locales de France Bleu, sur le terrain, remettaient, avant le départ de la course, symboliquement, un maillot bleu de la proximité, ce qui était une façon, évidemment, de faire parler de France Bleu, qui, avec toutes les équipes de Radio France, couvre de manière unique le Tour de France. C'était une initiative dans laquelle j'avais emmené l'association des départements de France, présidée par Dominique Bussereau. Voilà, ça c'est une chose extrêmement concrète, je pense, qui a donné un sentiment de fierté à l'ensemble du réseau. Bon, et puis on a fait plein de choses. On a par exemple, on a mis en place ce qu'on appelait le live music, c'est-à-dire que on partait du principe que quand je suis arrivé, les concerts populaires avec Florent Pagny ou d'autres se déroulaient plutôt à Paris. Et moi, j'ai inversé la problématique. J'ai souhaité que ces concerts avec des artistes très populaires se passent plutôt en région. Donc on a appelé ça... Pas d'argent pour ça. Oui, mais non, avec les moyens techniques de Radio France, on arrivait à faire on a eu de très 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 belles affiches. Ces live music ont bien fonctionné. Je pense à Mathieu Gallet parce qu'il était venu sur le premier live music qui s'était déroulé à Voriaz. On avait pavoisé toute la station aux couleurs de France Bleu avec des concerts toute la journée. C'était un grand moment. Donc voilà, on a mis ça en place. On a, pour la petite histoire, réussi sur le grand prime time de TF1, Les Enfoirés, à prendre le partenariat radio qui était historiquement celui d'RTL. Voilà, donc on a réussi à expliquer, parce qu'il fallait regarder comment la structure des Enfoirés votait pour cette soirée-là. En fait, c'était des votes qui étaient régionaux, donc il fallait aller avec son bâton de pèlerin, convaincre les gens des Enfoirés que nous ferions une couverture plus fine du travail de tous ces bénévoles des Restos du Cœur. Et c'est comme ça qu'on a, avec évidemment le COMEX de France Bleu, réussi à prendre ce partenariat que j'ai vu à l'antenne dans la dernière soirée, qui demeure la soirée la plus vue de TF1 quand même, parce que même si c'est un peu en baisse, on est autour de 9-10 millions de téléspectateurs. C'est un très gros score. Voilà des choses qu'on avait mis en place. Puis la gestion au quotidien d'un réseau comme France Bleu, c'est effectivement assez lourd. Bon, il y a des choses que je n'ai pas réussi à mener à bien, bon, c'est la vie. Il y a des choses que j'aurais aimé faire plus vite, mais c'est la vie. Voilà, le temps est un peu différent. Le temps Radio France, c'est pas forcément le temps d'un patron de médias qui doit concerter, doit convaincre, ne peut pas prendre une décision seul. Et c'est vrai que peut-être que j'ai un peu péché par là, parce que moi, évidemment, j'arrivais
de TF1. Quand j'ai décidé, pendant la présidentielle qui opposait à l'époque Sarkozy à Hollande, de créer Parole de Premier, que j'avais confié à Michel Field. Bon, Parole de Premier, c'était quoi? C'était 2 éditorialistes que j'avais choisis, 2 anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin. Lionel Jospin qui pourtant avait dit qu'il ne ferait plus jamais de politique. Je les ai convaincus pendant 1 an, à tour de rôle, tous les soirs, de venir faire un édito sur la campagne de son mentor. Donc Jean-Pierre Raffarin faisait les éditos sur la campagne de Sarkozy et Lionel Jospin faisait ceux sur François Hollande. Et ça, j'en ai parlé à Nonce Paolini, qui était la présidente de TF1 à l'époque, à Catherine Nel, qui était la patronne de l'info de TF1 à l'époque. Et j'ai mis un peu de temps à convaincre Lionel Jospin, mais une fois que je l'ai convaincu, c'était à l'antenne. Voilà. Donc c'est une autre façon de travailler, c'est un autre univers, c'est ni mieux ni moins bien, c'est tout à fait différent. Pendant la Coupe du Monde de foot de 2010, même si elle a tourné un peu court pour l'équipe de France, comme je n'avais pas beaucoup de moyens pour avoir des anciens joueurs de 98 qui coûtaient extrêmement cher, etc., j'ai créé ce qu'on appelait le 11 LCI. Le 11 LCI, c'était comme une équipe de foot, 11 joueurs, 11 commentateurs, qui se relayaient à tour de rôle et qui venaient commenter les matchs de l'équipe de France. Mais l'originalité, c'est que la plupart d'entre eux, même quasiment tous, à part Jean-Claude Dacier qui était patron de l'OM ou Alain Flelou qui avait été patron de Bordeaux, n'avaient n'étaient pas des anciens joueurs. Donc il y avait des politiques, il y avait Luc Châtel, il y avait Daniel Cohn-Bendit. Et en 2010, j'ai convaincu François Hollande de venir également commenter sur LCI les matchs de foot. Et aussi bien Luc Châtel que François Hollande sont de grands spécialistes du football. Alors, on parlait de la radio tout à l'heure, vous connaissez très bien ce milieu. J'aimerais juste avoir votre regard en 2 phrases sur Europe 1. Sondage après sondage, la radio baisse. Comment faire pour que les chiffres remontent ou se stabilisent? Écoutez, moi, j'ai pas de... Bon, je connais très bien Laurent Guimier, évidemment, le patron d'Europe 1, puisque je l'ai croisé quand il était numéro 2 de Radio France avec Mathieu Gallet, qui était le président. Laurent est un type vraiment formidable, très forte épaisseur humaine, quelqu'un qui ne montre jamais rien, qui a toujours le sourire aux lèvres. Moi, la question que je me pose sur le format éditorial d'Europe 1, mais encore une fois, moi, j'ai pas de baguette magique. Je vois comme vous les audiences qui sont difficiles, et pourtant Nikos, que je connais très très bien, et dans ses veines, un journaliste, en fait. Il a commencé comme ça. Hein. Bien sûr, c'est évidemment un animateur très populaire avec The Voice et d'autres choses qu'il a faites, mais c'est quelqu'un, c'est une personne qui est un journaliste mordicus, qui aime ce métier. Bon, le fait que cette matinale fonctionne mal, je pense aussi à Audrey, que évidemment j'ai bien connu, Audrey Crespo-Mara, que j'ai bien connu évidemment à LCI, ou à Jean-Michel Apathy, ce sont des talents qui, additionnés, ne produisent pas l'effet en termes d'audience escompté. C'est bien dommage. Maintenant, la réflexion que j'ai, mais qui m'est personnelle, c'est que aujourd'hui, il me semble, vous savez, la radio, les médias, même si les journalistes sont des gens à part, parce que l'info, c'est pas une matière comme les autres, par définition, on la met pas dans des cajots et on la livre pas avec un camion ou sur un train, mais ce secteur, celui des médias, n'échappe pas à l'idée que c'est un secteur aussi industriel. Voilà. Il y a le côté éditorial, bien sûr, qui est prégnant, qui est très important, mais il y a aussi le côté réflexion industrielle. Et il me semble peut-être que la difficulté maintenant pour Europe 1, c'est de rester dans cette cour des radios généralistes. Ça, à mon sens, c'est un vrai sujet. Parce que les radios généralistes aujourd'hui, que ce soit Inter, donc qui a doublé RTL, que ce soit RTL, que ce soit RMC, je pense que ce secteur-là est très embouteillé maintenant. Alors parfois, je me dis, mais est-ce qu'Europe 1 n'aurait pas intérêt à proposer une grille qui ne serait pas stricto sensu une grille d'une radio généraliste, mais qui viendrait sur un secteur qui, lui, n'est pas du tout embouteillé en radio et qui est le secteur de la radio d'info. Ouais. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'Europe 1, un jour, ne tenterait pas une aventure en essayant de mettre en place, avec l'ADN qui est le sien, c'est-à-dire la politique, l'économie, l'international, une sorte de grille d'infos qui viendrait challenger France Info, étant capable à la fois de casser sa grille sur des événements d'actualité, justement,
d'avoir des talk-shows hyper dynamiques traitant des questions d'actualité. Alors peut-être un peu plus fondés sur ces 3 piliers éditoriaux que moi j'ai en tête pour Europe 1, mais je me trompe sans doute parce que le sport aussi est une valeur sûre sur Europe 1. Mais voilà, autour de ces 3 piliers de la politique, de l'économie et de l'international, créer Europe 1 News, qui serait une nouvelle offre d'une radio d'info, mais non pas sur le créneau, à mon sens, très embouteillé des radios généralistes. Et c'est très compliqué, vous savez, c'est la même chose pour un téléspectateur. Un téléspectateur ou un auditeur qui part, il faut beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour le convaincre de revenir. Bien sûr, et du temps. Voilà, donc c'est pas si simple. Bon, maintenant, Laurent Guimier est un type de talent, franchement, c'est un grand professionnel. Faut lui laisser du temps. Bah, bien sûr, il faut lui laisser du temps. Bon, j'ai bien connu aussi son prédécesseur, Frédéric Fassinger. Bon, lui, il n'a pas eu cette chance peut-être d'avoir le temps qu'aura Laurent, mais voilà, sont des gens sont des gens de valeur, sont des gens compétents, sont des gens qui connaissent parfaitement la radio. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'Europe 1 continue de s'obstiner sur le terrain embouteillé des radios généralistes ? Moi, c'est la question que je me poserais. Mais voilà, je ne suis ni Arnaud Lagardère, ni Laurent Guimier. Voilà. J'ai tout de même le sentiment qu'on ne laisse pas suffisamment de temps pour installer la matinale. On parlait de Nikos qui donc s'en va à l'issue de la saison. J'ai quand même ce sentiment qu'on ne laisse pas suffisamment de temps. Et Laurent Guimier, qui était assis à votre place il y a de ça quelques semaines, le disait. Il faut du temps pour mettre en place une grille, pour mettre en place une matinale, pour que les gens viennent ou reviennent. J'ai le sentiment qu'on ne laisse pas suffisamment les gens s'installer, les gens revenir. Écoutez, c'est peut-être la période, l'époque qui veut ça aussi. Regardez comment on zappe en permanence, regardez comment on est sur les réseaux sociaux, regardez comment on passe du coq à l'âne nous-mêmes en permanence sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, comment on zappe d'une chose à une autre, moi je pense à mes enfants qui sont capables de me dire le lundi qu'ils ont envie de faire du basket, puis le mercredi, ils se sentent les muscles suffisants pour jouer au tennis, puis après, c'est plutôt je vais arrêter la chorale, et puis on est un peu dans cette lessiveuse du temps, de l'ère, de l'époque, qui fait que peut-être que ça se traduit, y compris dans ces comportements. Bon, maintenant, encore une fois, la glissade d'audience d'Europe 1, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, des auditeurs qui partent. Vous savez, il y a aussi un effet de groupe, c'est-à-dire que c'est à la mode d'écouter parce qu'on veut être sur une radio ou une télévision qui est vue ou qui était écoutée. Si elle est moins écoutée, on est plus enclin à la quitter, d'abord pour aller voir pourquoi les autres marchent mieux, mais aussi parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on écoute une radio qui est moins écoutée ou une télé qui est moins vue. Très juste. Bon, tout ça, c'est un comportement moutonnier. Et si vous rajoutez là-dessus l'idée que, oui, on zappe en permanence, nous-mêmes surtout, le temps n'est plus une valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on balaye tout d'un revers de main. Donc, je donne mes encouragements à Laurent, qu'on n'a pas besoin, mais parce que je trouve qu'il fait un travail formidable. Et alors, justement, on parlait des gens qui zappent, d'une nouvelle manière peut-être de consommer la radio. C'est le cas de Mathieu Gallet, qui lance une plateforme d'écoute, de podcast. C'est une bonne idée ? Ah ouais, moi, je trouve que c'est une excellente idée. D'abord parce que la consommation des... Vous savez, comparaison n'est pas raison, mais souvent, quand on regarde... Si vous prenez, par exemple, BFM TV a été inspiré à Alain Veil par des chaînes d'infos qui faisaient du hard news aux États-Unis et qui n'en faisaient pas en France. Moi, quand je dirigeais LCI, on était plutôt dans l'analyse et le décryptage. Vous voyez, on n'avait pas les moyens techniques, on n'était pas dans ce hard news-là. Aux États-Unis, la consommation de podcasts, par exemple, explose en radio. En France, c'est encore un peu... Alors, c'est encore balbutiant, mais raison de plus sans doute pour Mathieu Gallet pour se mettre sur ce créneau-là, avec un modèle qui vous expliquera beaucoup mieux que moi, mais avec une partie gratuite, c'est-à-dire permettre à sa plateforme de rediffuser des produits qui sont faits par des radios, mais auxquels il va offrir une nouvelle exposition, et une partie payante. Avec du contenu inédit. Voilà, exactement. C'est un peu le Netflix de la radio, si vous voulez. C'est un peu cette aventure-là. Alors, je sais que Mathieu Gallet n'aime pas qu'on dise que c'est le Netflix de la radio. Oui, mais je ne suis pas Mathieu Gallet. Et donc, moi, je le dis. Vous direz que j'ai dit Netflix de la radio. Et il dira, j'avais pourtant dit, Eric, que c'était pas ça. Oui, donc vous avez... on change totalement de sujet. Quoique, non, on passe de la radio au web et on arrive à la télé. Vous avez fait de la télé cette année. Vous étiez dans l'équipe de Cyril Hanouna dans Balance ton poste. Quel bilan vous tirez de cette saison qui s'arrêtait prématurément ? Alors, prématurément, elle s'est arrêtée en avril pour les vacances de Pâques. Écoutez, moi, j'en tire... mais là, encore une fois, c'est mon point de vue. Moi, j'ai un peu, j'allais dire, cassé mon personnage. Vous voyez, en même temps, je ne me suis pas construit un personnage, mais moi, je suis
à l'origine un journaliste économique, C'est vrai spécialiste. qu'avant de vous connaître autrement, sur C8, on avait vraiment cette image de... Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai fait le journal de l'économie, Bah oui. l'invité de l'économie pendant des années sur LCI où je recevais tous les patrons du CAC 40, Arnaud Lagardère, Lakshmi Mittal, Richard Branson. Donc moi, j'étais le type qui faisait parler les grands patrons, Ouais. les patrons, ou les syndicalistes, ou les ministres. Bon, j'ai participé au grand jury sur RTL pendant 5 ans avec Jean-Michel Apathy, avec Étienne Moujotte, avec Alexis Brézet, etc. Donc moi, j'avais cette image-là. Alors, moi, j'en tire, à titre personnel, vraiment beaucoup de choses, parce que c'était une façon pour moi de me mettre en danger. Et je remercie Cyril Hanouna, parce que, d'abord, ça a été sans doute l'un des premiers, historiquement, à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. C'est vrai. À ceux qui ne l'avaient pas, avant même le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire à des gens qu'on ne voyait jamais sur les plateaux et qui pourtant sont une majorité de gens dans ce pays. C'est vrai. Bon. Et les premiers témoignages des Gilets jaunes étaient notamment Bien chez sûr, Cyril bien Hanouna. sûr. Et d'ailleurs, comment il vous a contacté, Cyril Hanouna, pour venir dans cette En émission? fait, ça s'est fait par un ancien de TF1, Jean-François Lancelier, pour ne pas le citer, qui était le grand ordonnateur des programmes sur TF1 et qui m'a contacté un jour en me disant que Cyril Hanouna, pour une nouvelle émission de décryptage de l'actu, cherchait des gens. Bon, moi, depuis décembre, j'ai quitté Radio France. Je me suis dit, pourquoi pas. Vous avez tout de suite dit oui? Oui, j'ai tout de suite dit oui. Vous savez, quand on dit il faut que les boîtes soient disruptives, les startups sont disruptives, etc., les gens aussi doivent être disruptifs. Donc voilà. Alors, en revanche, j'ai toujours mis ma cravate, parce que peut-être que ça me rassurait d'ailleurs de la mettre, je ne sais pas. Mais voilà, alors moi, je ne suis pas un type de buzz, je ne suis pas un type de punchline, je suis plutôt un type d'analyse. Bon, alors, l'émission a quand même très très bien fonctionné, même si les audiences, avant que la décision d'arrêter, étaient un peu plus L'actualité faibles. était moins forte aussi. Oui, peut-être, mais je veux dire, faire à 23h 1 100 000 téléspectateurs avec Marlène Schiappa, si vous voulez, voilà, c'était quand même... voilà. Donc, à la fois, je me suis mis en danger, à la fois, j'ai rencontré dans le public des gens extraordinaires, parfois critiques vis-à-vis des journalistes, etc. Mais moi, j'ai un parcours, si vous voulez, un peu atypique. Moi, mon père était ouvrier, j'ai vécu à Nanterre, en cité HLM. Donc, tout ça, si vous voulez, ça me parle, les difficultés des fins de mois. Vous n'êtes pas déconnecté? Non, pas du tout. Moi, je ramène régulièrement mes enfants à Nanterre, dans la cité HLM où je vivais. Vous avez une connaissance du terrain qui était nécessaire à cette émission? Ça fait longtemps que je vis plus en cité HLM, si vous voulez, mais je sais ce que c'est qu'avoir des difficultés de fin de mois. Je sais ce que c'est quand j'étais petit, quand mes parents se sont séparés, que ma mère comptait à la dizaine de francs près. Je connais tout ça par cœur. Bon, alors évidemment, c'est plus mon quotidien du tout aujourd'hui. Évidemment, mais donc parfois, ça m'arrivait aussi de m'énerver dans cette émission, parce que quand on me disait, oui, mais enfin vous, en gros, avec votre gueule et votre parcours, vous n'avez jamais connu la misère. Alors la misère, non, parce qu'il y avait toujours des... Mais enfin, quand vous habitez à Nanterre, en cité HLM, et que vous avez fait toute votre scolarité de la 6e à la terminale au lycée Gélo-Curie de Nanterre, c'est pas Neuilly, c'est pas Boulogne, c'est pas le 16e arrondissement de Paris, si vous voulez. Donc tout ça, je l'ai... Et je veux dire, et en même temps, pour moi, c'est une formidable force. C'est-à-dire que ma carrière a été, à mon sens, un peu incroyable, quoi. Enfin, moi, je voulais être journaliste. Moi, je voulais être Albert Londres, Joseph Kessel, Ernest Hemingway. Enfin, moi, je voulais faire du grand reportage que j'ai fait à la Tribune quand j'étais dans ce quotidien. Mais je m'étais jamais projeté comme patron de médias, jamais. Vous savez, c'est un peu l'image, c'est une sorte de métaphore. C'est-à-dire que quand vous êtes journaliste, vous êtes un peu dans la salle du restaurant. Quand vous devenez patron de médias, vous êtes dans la cuisine du restaurant, vous voyez. Donc, vous veillez à ce que les plats soient bons, que les clients ne soient pas déçus. Vous savez ce que ça coûte de faire un plat. Vous savez comment il faut le rentabiliser. On vous demande des comptes, vos actionnaires, qu'ils soient publics, privés, etc. C'est un tout autre métier. Mais toute cette expérience, si vous voulez, que j'ai accumulée depuis ma jeunesse, je veux dire, c'est pas une médaille que j'accroche à mon veston. Je dis pas, je suis des quartiers populaires. Non, mais on a bien compris. Mais en fait, ça m'a été très, 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 très utile. Parce que j'ai jamais eu peur du vide. J'estime que je me débrouillerai toujours. Vous voyez, donc tout ça s'est accumulé. Peut-être qu'au début, quand j'étais jeune, j'en faisais une sorte de complexe, un peu, parce que moi, je voulais être journaliste. Mon père, qui était ouvrier à Nanterre, me disait, mais journaliste, mais ils sont tous au chômage, mais enfin, on connaît personne, mais enfin,
mais tu n'y penses pas. Mais apprends un métier, mais bon, voilà. Il faut avoir des qualités il faut s'obstiner, il faut s'accrocher. Bon, je veux dire, l'image n'est pas du tout idiote de dire que si on vous claque la porte au nez, il faut rentrer par la fenêtre, par le trou de serrure, parce que tout ce que vous voulez. Il faut saisir toutes les opportunités. Il faut être sur le chemin du carrosse quand il passe. Ça ne veut pas dire que s'il s'arrête, vous montrez automatiquement dedans. Mais si vous n'êtes pas sur la route où potentiellement il passe, de toute façon, vous ne pourrez pas monter dedans, parce que vous ne serez pas sur la route. Donc voilà. Donc moi, j'ai évidemment beaucoup travaillé. Moi, quand j'ai commencé à LCI comme chroniqueur à 6h du matin, je terminais ma deuxième édition de la Tribune à 22h30 le soir. Donc, si vous voulez, il m'arrivait de m'endormir au feu rouge en rentrant chez moi. Ça m'est arrivé le soir. Bon, ouais. Ça a duré 2 ans, mais c'est voilà, avec Jean-Claude Dacier qui était mon prédécesseur, qui était un type, fort, avec un très bon flair, une très bonne vista et un meneur d'hommes. Bon, mais voilà, c'était pas simple. Je veux dire, moi, je venais de la presse écrite. Et quand il m'a pris, il m'a dit bon, écoutez, votre casting, il est vraiment pas terrible. Enfin, vous êtes venu me voir, donc vous allez le faire gratuitement. Bon. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, monsieur Dacier. Moi, je ne le connaissais pas. Oui. On m'avait dit, oh là là, parler à Jean-Claude Dacier dans son bureau, ça va être voilà. Et quand Nonce Paolini m'a nommé directeur général de LCI, je me souviens parce que Dacier m'a accueilli dans son bureau en me disant, bon, ferme la porte, j'ai plusieurs trucs à te dire. Voilà, moi je prends la place de Robert Navias, m'a dit Dacier. Toi tu prends ma place. Maintenant je te dis 5 trucs. Alors je vais peut-être en oublier en cours de route, mais il m'a dit tu vois Nonce Paolini dans un quart d'heure, tu vas au 14e, tour TF1. Moi j'étais jamais monté au 14e dans le bureau du patron de TF1. Si vous voulez. Bon, tu vois avec lui, tu négocies avec lui, voilà. 2, tu as quelques amis, mais tu vas voir, tu vas te faire beaucoup plus d'ennemis. 3, à partir d'aujourd'hui, tu ne promets plus rien à personne. Voilà. Et il m'a dit 4, voilà ton bureau. Et comme c'était Jean-Claude Dacier, j'ai dû rester un peu, si vous voulez, assommé par la nouvelle quand même. Et je lui dis, mais j'ai dû lui dire un truc idiot du genre, mais ça consiste en quoi? Il me dit, bah c'est ton bureau, mais Revel, mais c'est ton bureau. Si la table te plaît pas, tu la changes. Si la bibliothèque te plaît pas, tu la changes. Mais c'est ton bureau maintenant. Voilà. Et il va falloir qu'on travaille ensemble. Voilà, il va falloir qu'on travaille ensemble. Bon, et devenir patron d'un endroit où vous avez grandi professionnellement, notamment en télé, ce qui est mon cas pour LCI, c'était pas si simple. Parce que du jour au lendemain, vos collègues, vos amis, les ennemis, ils restent vos ennemis. Mais les relations ont changé quand vous avez... Ah bien sûr. Moi, vous avez été isolé Pas isolé, mais je voyais bien que en fait, moi, je pense pas que j'ai changé, mais... vous voyez, quand j'arrivais pour prendre un café à la cafétéria, au 2e ou au 3e LCI ou je sais plus quoi, je sentais bien que les gens, ils voulaient pas passer trop de temps à boire leur café, de craindre que le patron dise mais qu'est-ce que vous foutez là depuis un quart d'heure, alors qu'avant on pouvait passer 20 minutes ou 30 minutes à refaire le monde. Bon voilà. Alors vous n'êtes pas isolé, mais vous avez beaucoup de responsabilités. En plus, c'est l'époque où LCI était en difficulté, où la chaîne était payante, où il fallait se battre pour le passage gratuit. Donc ça a été très épique, ça a été très fort comme moment en 2014 quand CSA refusait le passage de LCI en gratuit. Il y a des gens qui pleuraient dans les couloirs. On imagine. Il y a des gens qui criaient. Enfin, la chaîne était condamnée. Et moi, Nonce m'a dit, tu vas à l'antenne tout de suite, tu fais une déclaration. Enfin, je veux dire, je répétais dans ma tête ce que j'allais dire dans le couloir avant d'aller dans le studio. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est des moments ultra forts, ultra formateurs, avec des aventures humaines parfois très heureuses, parfois des drames terribles. Enfin, on a tout eu. Voilà, donc diriger des médias, c'est une expérience incroyable, mais qui est très loin, en fait, évidemment, du métier de base qui était le mien, qui était celui d'être journaliste. Vous serez l'année prochaine, vous parlez d'aventure humaine, vous continuerez l'aventure humaine Balance ton poste à la rentrée? Écoutez, si moi je suis disponible, après je ne sais pas comment le casting va être fait, j'en sais rien du tout. Vous avez bien vécu l'exposition que ça vous a apporté, Balance ton poste, ça vous a apporté une exposition supplémentaire, disons plus du grand public? Oui. Oui, alors du temps d'LCI, à la grande époque d'LCI, quand je faisais des émissions, les gens m'abordaient, mais pas les mêmes gens. Oui. Là, il m'arrive, ce qu'on m'avait demandé avant, de faire des selfies, par exemple. Vous voyez, on me dit, mais vous n'êtes pas dans... mais c'est vous, Revel? Je dis, oui, enfin, comment je dois le prendre, vous voyez? Bon, maintenant, je suis pas non plus... je suis pas Cyril Hanouna, donc tout ça est quand même gérable. Mais vous savez, l'exposition... moi, je l'ai jamais considéré comme la panacée. Vous voyez, moi, j'ai toujours été un journaliste... Enfin, quand vous êtes un journaliste de presse écrite, par définition, à part le fait de signer votre papier dans le journal... Vous n'avez pas une exposition, voilà. Donc moi, j'ai jamais pris ça comme le nec plus ultra de l'aboutissement de ma carrière, voilà.
Bon, alors c'est pas. Personne ne m'a jamais insulté dans le métro, même si les gens me disaient mais tiens, c'est drôle. Oui, vous Alors, êtes charismatique, mais en même temps, les gens ne savent pas forcément qui vous êtes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent en fait, je connais ce mec. Bah oui. Mais je ne sais pas qui Mais c'est. voilà, Je le connais, puis je l'ai vu. Puis il y a eu il y a eu des gags pour des vraies stars qui sont hallucinants. Je veux dire, où Gilbert Bécaud est pris pour quelqu'un d'autre. Enfin bon, bon, voilà. Bon, donc tout ça n'est pas très méchant et pas très grave. Et puis vous savez, c'est tout ça se dilue. À la vitesse de la goutte de colorant dans l'océan, c'est-à-dire assez vite quand même. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'une médaille que vous aviez accrochée à votre veston. Il y en a une autre de médaille que vous avez accrochée. C'était en 2007 ou 2008, si je ne dis pas de bêtises. Vous parlez de la Légion d'honneur. Je parle de la Légion Ouais. d'honneur, effectivement. Ouais. Vous aviez ensuite sorti un ouvrage qui s'appelait En quel honneur si je ne dis pas de bêtises, on fait le lien. C'est parce que vous ne compreniez pas la raison pour laquelle vous avez eu cette Légion d'honneur. Si vous voulez, c'est pas que je ne comprenais pas. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais j'avais du mal à accepter le fait qu'un journaliste qui est par définition indépendant, qui assume ses choix ou qui devrait les assumer, etc., puisse recevoir une médaille aussi prestigieuse soit-elle que la Légion d'honneur et donne l'impression, si vous voulez, d'être un peu récupéré par le côté institutionnel des choses. Voilà, ça qui me gênait. Alors, en fait, c'est un jour Renaud Dutreil, qui était ministre des PME et de l'industrie ou de l'artisanat, je ne sais plus, qui m'appelle et qui me dit, voilà, pour votre parcours républicain depuis Nanterre, et puis pour votre pédagogie de l'économie, je souhaiterais vous mettre sur mon quota de Légion d'honneur. Est-ce que vous accepteriez ? Bon, sur le moment, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Puis je suis rentré chez moi le soir, un peu énervé, en me disant, mais enfin, ils vont me donner la Légion d'honneur, mais enfin, ça, c'est... Alors j'avais regardé entre-temps, ça a été créé par Napoléon, mais pas que pour des actes militaires. Également. Bien sûr. Bon. Et j'en parle à mes enfants, notamment à ma fille, ils étaient là, Manon, qui est centralienne et co-MIT à Boston, et là, je les ai sentis super émus. Bah oui. Super émus. C'est la C'est-à-dire plus que haute distinction qu'on puisse recevoir. c'est un honneur. Bien Bon. sûr. Et donc j'ai dit oui. Après, j'ai un peu oublié, parce qu'en fait, il faut une enquête, je crois, des trucs, bon. Et je me souviens, j'étais chez mon père, qui à l'époque était encore vivant dans les Yvelines, et Nicolas Bétou m'appelle et me dit, Eric, écoute, je viens de lire le journal officiel, je voulais te féliciter parce que tu es sur la première promotion de Nicolas Sarkozy pour la Légion d'honneur. Bon, qui venait d'être élu président de la République 3-4 mois avant. Bon, je dis ça à mon père, qui évidemment, vous imaginez, enfin, je veux dire, l'ouvrier Nanterre dont le fils, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai accepté. Après, il faut vous la remettre. Et très gentiment, Christine Lagarde, que je connaissais à l'époque où j'étais à la tribune, et elle était patronne d'un grand cabinet conseil aux États-Unis qui s'appelle Baker & McKenzie, m'a dit, écoute, si tu veux, je te remets la Légion d'honneur, et ce soir-là, tu seras seul. J'en aurai pas 10 en même temps, tu seras seul. Donc là, j'ai invité des tas de gens. J'ai invité ma prof de maths, Madame Frébourg, du lycée Joliot-Curie. On t'avait pas oublié. Non, j'ai invité des patrons du CAC 40, mais aussi des syndicalistes. J'ai invité la première promotion de Sciences Po du lycée Joliot-Curie. J'ai fait un petit mix, voilà. Et comme je suis un peu présomptueux de mes forces, en fait, Christine a fait un discours préparé évidemment, mais époustouflant. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, très bien, elle va faire un discours, elle va m'embrasser, elle va me dire bonjour, président de la République. Bon, voilà. Moi, j'avais rien préparé. Trop sûr de moi. J'avais rien préparé. Donc elle fait un truc absolument hallucinant, rappelant Nanterre, rappelant le fait que j'avais été au PC quand j'avais 18 ans, que mes profs c'était Herzog, Strauss-Kahn, enfin ma thèse à la Sorbonne, enfin tout, mon père, ma mère, tout. Et là, je sentais l'émotion qui montait. C'est-à-dire que ça paraît rien, mais en fait, c'est énorme. Bah, bien sûr. Parce qu'il y a mon père qui était là, il y avait ma mère, il y avait mes enfants, il y avait une partie de la famille, tous les gens que j'avais côtoyés, des politiques, des industriels. Enfin, c'était une foule de gens à la fois proches, pas proches, de gens qui m'avaient vu grandir. Enfin bon. Vous prenez conscience de l'exemple de réussite que vous êtes finalement dans un sens. Non, c'est pas. Non, je prends conscience du fait que que Christine Lagarde va terminer son discours, que l'huissier est là avec le petit coussin, qu'elle va m'accrocher la médaille et qu'elle va me dire maintenant t'écoutes. Enfin, on vous écoute. Elle a dû me vous voyez. Bon. Et donc le moment arrive, elle m'accroche la médaille et elle me dit Eric, on t'écoute ou on vous écoute. Et là, comme j'avais rien préparé, j'étais vraiment alors que bon, vous voyez, je suis assez facile à l'oral. Bon, je peux vous dire que là, je pense que j'ai été ultra sincère. J'ai été ultra sincère dans ce que j'ai dit. Alors ça n'a pas duré 15 plombes. Après il y a un cocktail.
qui est payé en partie pour un nombre d'invités précis par le ministère qui vous remet la médaille. Pour le reste, c'est vous qui payez. Enfin bon, tout ça, voilà. J'ai distribué d'ailleurs ce jour-là le petit livre dont vous parliez, En quel honneur. Et je pense que j'ai été à 2 doigts, en fait, de ne pas pouvoir parler. Voilà. Et pour la petite histoire, un jour, je me trouvais dans un... Moi, je ne mets jamais ma Légion d'honneur, sauf parfois dans les dîners. Et je me trouvais dans un dîner où il y avait un monsieur en face de moi... bon, je ne vais pas donner son nom, mais voilà, une espèce de... Bon, je sentais que le type était un peu bougon, voilà. Et puis là, j'avais mis ma Légion d'honneur. Donc, j'ai quand même eu la Légion d'honneur, j'avais 46 ans. Donc, c'est quand même... bon. Et je voyais qu'il regardait, etc. Et puis, à un moment donné, je pense que ça lui a échappé. Ouais. Il a dit, ouais, vraiment, on donne ça à n'importe qui. Et alors là, moi, comme je suis un peu sanguin, je lui dis, mais monsieur, vous êtes n'importe qui. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas? Ouais. Voilà. Bon. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais en même temps, c'était beaucoup, notamment, je pense, pour mes enfants, ma famille, mon père et ma mère. C'est pour ça que vous avez accepté. Alors, juste avant de terminer cette émission, juste une dernière petite question sur Thierry Ardisson qui quitte C8. Vous connaissez cette chaîne. Vous comprenez sa décision? Je sais pas, j'ai vu que Cyril Hanouna avait essayé de le convaincre, de coproduire avec lui même son émission qui marche bien, je crois, ça lui était rien. Bon, lui dit qu'il n'a pas les moyens suffisants pour faire... Il ne veut pas faire d'émission low cost. Moi, je n'ai pas l'impression du tout que les programmes que je vois sur C8 soient low cost. Maintenant, je ne sais pas quelle était l'enveloppe que la production de l'émission de Salut Eterniol lui réservait pour l'année prochaine. C'est des choses qui... Là, ça coûtait 180 000 €. Oui, mais ça faisait quoi comme audience et ça générait quoi comme publicité? Vous voyez, ça, moi, je n'ai pas ces chiffres-là en tête. Si j'étais patron de C8, je pourrais vous le dire. Mais voilà, une émission sur une chaîne gratuite, si vous appartenez au secteur privé, il faut qu'il y ait un rapport coût-rentabilité qui soit plutôt du côté de la rentabilité. J'ai pas dit que c'était pas le cas. Voilà, mais moi j'ai jamais eu l'impression en regardant Salut Eterniol que c'était pas une émission au contraire. D'autres émissions s'arrêtent sur le service public, on pense à C'est ton programme, Motus. C'est une bonne chose de renouveler les émissions sur le service public, vous pensez? Écoutez, là encore, je ne sais pas si Motus, Thalassa, ces émissions marchaient encore. Je pense que le départ de Pernou de Thalassa a quand même privé de cette émission un peu de son mentor et de son phare, si j'ose dire, pour une émission qui traite de la mer et tout ça. Je connais très bien Takis Candilis, que j'avais croisé notamment à TF1. Je pense que si ces décisions ont été prises, c'est pas juste pour emmerder les gens ou les téléspectateurs, c'est qu'il y a des raisons éditoriales et industrielles fortes qui font qu'ils ont été amenés à faire ces choix. Bon, on suivra ça à la rentrée. Merci beaucoup, Eric Merci Revel, beaucoup, d'avoir Tony, été merci avec Guillaume. nous. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Lucas Devesa qui nous a réalisé. Merci à Florian Pro pour la musique. Merci à Gwendal Safré pour la réalisation vidéo. Et on se retrouve très très vite pour un numéro de Pitaro Hebdo.